Jérôme Pellistrandi, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, 24 février 2022, 24 février 2024. On arrive à 2 ans de guerre de la Russie contre l'Ukraine. C'est d'ailleurs le sujet du numéro mensuel, votre revue de la défense nationale, bien entendu, sur ce conflit, même s'il y a d'autres sujets, bien sûr, dans le numéro. 2 ans après l'attaque russe, quel est votre état des lieux, votre état du front ? Compliqué. Il faut être réaliste. Tout d'abord, il faut quand même souligner le courage des Ukrainiens, militaires, population civile, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont en guerre contre un ennemi qui, de toute façon, lui, n'a pas changé d'objectif. C'est-à-dire que il veut, comme c'était dit à l'instant, éliminer l'Ukraine en tant qu'État-nation, en tant qu'État regardant vers l'Europe. Donc, il faut saluer le courage. Courage et découragement peut-être maintenant. On a l'impression que des problèmes de troupes, de rotation de troupes. Bien sûr, et c'est bien ça le problème, c'est l'usure. L'usure stratégique, donc usure militaire, usure sociale, usure sociétale. Quand on a 20 ans aujourd'hui, est-ce qu'on a envie d'aller aujourd'hui se battre sur le front ? Il ne faut pas oublier, selon les estimations des services occidentaux, qu'il y aurait environ 70 000 soldats ukrainiens qui sont morts. Donc on peut hélas multiplier par 3 le nombre de blessés. Donc on va avoir une génération de ce qu'on appelle les gueules cassées, que ce que nous avons connu à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc une ponction très forte sur la population et cette usure, voilà qui marque ces 2 ans. Le récent changement de chef des armées en Ukraine, c'est expliqué par cela ? Alors, oui, quand on regarde dans l'histoire militaire, bon, d'abord, il faut souligner l'énorme pression qui s'exerce sur les épaules des chefs militaires, parce que c'est, on va dire, H24, 7 jours sur 7, mes collègues d'autres pays, dont je pense aujourd'hui à Tsahal, ils ont aussi cette pression quotidienne, donc il y a une usure. Et donc, au bout de 2 ans, le général Zaloujny, il fallait passer la main. D'ailleurs, il n'a pas été le seul à être remplacé. Il y a un certain nombre d'officiers qui ont été remplacés. Alors, ce qu'il faut, c'est une porte de sortie honorable parce qu'ils ont sauvé l'Ukraine, mais il y a nécessité. Nous l'avons connu en 1904, durant la Première Guerre mondiale. Après la bataille de la Marne. Voilà, et puis en 1916, Joffre passe la main, ainsi de suite. Bon, on l'a connu, hélas, en mai 40, où Gamelin est remplacé par Weygand, mais oui, et à un moment donné, oui, on est obligé de remplacer. Le printemps 2023, c'était l'offensive ukrainienne attendue. Elle est venue, elle n'a pas vaincu. Le printemps 2024, est-ce que ça peut être l'attaque russe, nouvelle attaque russe ? C'est une interrogation. En fait, on a beaucoup plus de questions aujourd'hui que de réponses. Tout d'abord, il y a aujourd'hui l'armée de terre russe n'est pas en mesure de relancer une offensive majeure tant contre l'Ukraine que, par exemple, contre les États baltes ou la Pologne. Si déjà ils tiennent sur la ligne de front, c'est pas mal. On fantasme sur l'idée d'une extension du conflit en Finlande ou... Alors, extension hybride, oui, mais extension avec des combats, peu probable. Mais il y a une interrogation. Que va-t-il se passer après le 17 mars avec la pseudo-élection, pseudo-réélection de Vladimir Poutine? Il va considérer qu'il a les mains libres pour faire quoi? On peut estimer, alors en plus, sachant que l'industrie d'armement russe tourne à plein régime. Donc on pourrait considérer peut-être que fin du printemps, à l'été, il y aurait des capacités supplémentaires pour l'armée russe. Donc ça veut dire pour les Ukrainiens, il faut tenir et tenir. Pour tenir, que faut-il ? On parle de crise d'approvisionnement des munitions, c'est le point central ? Alors, c'est un des points extrêmement importants parce qu'effectivement, on est comme durant la Première Guerre mondiale, une consommation d'artillerie extrêmement forte. On a cette ligne de front, c'est à la fois Verdun, le chemin des dames, c'est avec des tranchées, la vie y est très dure pour les soldats, et un rapport de force qui est de 6 contre 1 pour les Russes. Donc, les Russes ne cessent de tirer de l'artillerie, donc il faut donner des munitions aux Ukrainiens. La seule chose, c'est que il faut que l'outil industriel européen soit derrière, et c'est la difficulté. On n'est pas à la hauteur. On sera à la hauteur quand en termes de production d'obus ? Alors en fait, c'est une montée en puissance qui est longue. Mais par exemple, nous sommes passés, en tout cas en ce qui concerne la France, de la livraison de 1000 obus par mois à 3000 obus par mois. Bon, c'est largement insuffisant. Ils en consomment plusieurs milliers par jour. Bien sûr, mais c'est un effort collectif. Il y a d'autres domaines dans lesquels nous aidons les Ukrainiens, mais par exemple... Nous allons poser la première pierre d'une usine de fabrication de poudre à Bergerac dans quelques semaines, parce que c'était des domaines que l'on avait abandonnés au nom des dividendes de la paix. C'était plus une priorité. Est-ce que 2024, ça peut être l'année de l'aviation sur ce front-là ? Est-ce que les avions vont arriver et être décisifs ? Non.
l'arrivée des avions, donc des fameux avions F-16, va être utile. Mais d'abord, la problématique n'est pas tant d'avoir des avions que de savoir les employer. Et c'est ça la difficulté. Piloter un F-16, un pilote ukrainien bien câblé de Sukhoi, c'est pas compliqué. L'objectif, c'est d'utiliser le système d'armes. Et ça demande beaucoup de temps d'apprentissage. Donc, l'arrivée des avions, ça va être utile. Ça va permettre peut-être de mieux sécuriser l'espace aérien ukrainien, mais c'est pas ça qui va changer la donne sur la ligne de front. On commence à voir des livraisons de missiles à plus longue portée qui permettront aux Ukrainiens de frapper le territoire russe. Est-ce un risque? Est-ce une opportunité? Alors, les livraisons de missiles à longue portée, la France, justement, livre des missiles Scalp, et par exemple, qui a permis la destruction spectaculaire d'un sous-marin russe qui était donc à Sébastopol. L'objectif de ces armements, c'est de frapper les bases logistiques qui sont dans les zones contrôlées, donc je veux dire à l'est de l'Ukraine. Et les Ukrainiens, pour le moment, font extrêmement attention à n'utiliser que des armements d'origine ukrainienne, dont les drones pour aller frapper sur le territoire russe. Voilà, donc, et ils vont continuer parce que pour ne pas avoir cette escalade qui serait utilisée bien sûr à profit par le régime de Moscou. Une partie de l'avenir de ce conflit se joue aux États-Unis. Le déblocage des fonds qu'attendent les Ukrainiens, est-ce que c'est une possibilité ou est-ce que la présidentielle américaine va tout geler? En fait, c'est bien ça. L'une des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Est-ce que alors, à la Chambre des représentants, parce que les sénateurs, eux, sont d'accord, mais est-ce que les républicains à la Chambre des représentants vont comprendre qu'il y a urgence? Parce que si cette aide n'est pas octroyée, les Ukrainiens vont être dans des difficultés majeures dans les mois à venir. Si l'Ukraine ne gagne pas cette guerre en 2024, et c'est peu probable que l'Ukraine la gagne, il y a le risque de voir Donald Trump élu président en novembre. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour l'Ukraine? Est-ce que très très vite on irait sur un front gelé et une partition du pays? Alors, le front, il est gelé. Les Ukrainiens n'ont pas les moyens aujourd'hui de reconquérir les 17% de territoire. Bon, mais là, effectivement, il pourrait y avoir une espèce de... Si Trump est élu, il voudrait imposer un deal avec Poutine en disant on plie le jeu et puis vous avez gagné ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, il y a les Européens. Et les Européens, eux, ne sont pas prêts justement à lâcher l'Ukraine parce qu'ils ont très bien compris que c'était leur sécurité qui était en jeu. Mais est-ce que les Européens ont les moyens de faire sans les États-Unis? Et est-ce que c'est pas l'explosion de l'OTAN qui arriverait? Alors, bien sûr, c'est la question qui se pose. Est-ce que l'arrivée de Trump se traduirait par une explosion, une dissolution de l'OTAN? C'est peu probable parce que la défense des États-Unis, elle commence aussi en Europe. Donc, mais les Européens se préparent et ils ont été, je pense, particulièrement choqués par les propos de Donald Trump il y a quelques semaines sur l'OTAN, se préparent en quelque sorte à prendre le relais des États-Unis. Autre personnage américain, Elon Musk. Est-ce qu'il a changé de camp? Ses satellites avaient aidé les Ukrainiens au début, puis là on a l'impression qu'il les a bloqués dans certaines initiatives. C'est toute l'ambiguïté du personnage. Qui est quand même très fantasque dans de très nombreux domaines. Et donc, reposer une stratégie de défense sur un système qui est contrôlé par un individu aussi fantasque qu'Elon Musk, c'est pas très raisonnable. Si on ne doit pas craindre des chars russes en Estonie ou en Finlande, est-ce qu'on doit avoir peur de cyberattaques massives au moment des élections européennes, au moment des Jeux Olympiques? Alors, pas que des cyberattaques. En fait, Vladimir Poutine veut déstabiliser l'Europe et avec une cible prioritaire qui est la France. Pourquoi? Parce que la France est une puissance majeure, c'est une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, et donc il y a une stratégie offensive à l'égard de la France, et partout, y compris en Afrique. On l'a vu avec, hélas, le Sahel, on le voit peut-être avec des manipulations au Sénégal, avec le fait qu'un ambassadeur russe soutient les revendications des Comores sur Mayotte, donc une volonté de la part des Russes de déstabiliser la France, avec, bien entendu, les élections européennes et la cible des Jeux Olympiques, en fait, pour que... créer une forme de chaos pour dire, voyez, les Français, les Européens sont incapables, alors que nous, notre système, il permet de faire tout ça. Autre guerre, celle qui se passe dans la bande de Gaza. Est-ce que la prise de Rafah, est-ce que c'est la dernière offensive? Est-ce que Tsahal est au bord d'avoir la victoire? Alors, oui, la problématique, c'est est-ce qu'ils vont arriver à éliminer les chefs militaires du Hamas? Voilà, c'est l'objectif. Il faut bien comprendre que tant que le Hamas ne renonce pas à ses objectifs terroristes, et en particulier sur les otages, Tsahal va continuer à dire l'offensive, parce qu'il faut éliminer les capacités militaires du Hamas.
Je constate quand même, avec l'ambiguïté d'un certain nombre de pays arabes, qui en quelque sorte... serait bien content qu'on les débarrasse du Hamas. Exactement. Alors maintenant, la problématique n'est pas tant le volet militaire que la solution politique. Mais ça, c'est un autre problème. L'idée que les États-Unis déclarent de manière unilatérale la création d'un État palestinien, la reconnaissance d'un État palestinien, ça fait son chemin ou il y a une part de bluff? Je pense qu'il y a la prise de conscience qu'on ne peut pas rester sur le statu quo tel qu'il existait avec une autorité palestinienne exclusivement sur la Cisjordanie. Il faut trouver... Alors, la problématique, c'est que le Hamas n'est pas qu'une organisation militaire. Elle contrôlait... C'est un mini-État, bien sûr. C'est un mini-État. Donc, comment trouver des solutions pour, d'une part, éliminer le Hamas en tant qu'entité étatique, trouver une solution, ça voudra dire aussi beaucoup de courage de la part des dirigeants israéliens et d'accepter des compromis, mais aussi avec les partenaires de la région, Égypte, Jordanie, et puis bien sûr les pays du Golfe. L'offensive à Rafah, elle risque aussi de consommer beaucoup de vies israéliennes. Il y a déjà un lourd tribut qui a été payé. Ça pèse sur la stratégie? Alors, oui et non. Tsahal a toujours été, dans ses modes d'action, très vigilant à protéger ses soldats. Bon, voilà, maintenant, on est dans des combats de haute intensité avec une imbrication étroite entre les combattants du Hamas, la population civile qui sert de bouclier. Et je suis sidéré quand on voit que 70% des pertes civiles sont des femmes et des enfants. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hamas ne cherche pas à protéger sa population. On pourra en reparler. Donc, effectivement, des pertes militaires, mais qui, au regard de la violence des attaques terroristes du 7 octobre, sont relativement acceptées par l'opinion publique israélienne. Mettre en avant les civils de la part du Hamas, c'est quoi? C'est jouer sur les opinions occidentales pour que des images choquent? Oui, et puis de toute façon, ça a toujours été, je dirais, dans la pratique. C'est hélas un petit peu la problématique de ce type de conflit. On l'a vu avec Daesh en Syrie et en Irak. Et donc, préserver la population civile qui devrait être la priorité d'une organisation qui se veut quasiment étatique, là, on voit que c'est exactement le contraire. Et donc, aujourd'hui, il vaut mieux être un homme de 30 ans, combattant qu'une femme ou un enfant. Si la guerre au sud se termine rapidement, est-ce qu'il va y avoir immédiatement un front au nord d'Israël avec une attaque du Hezbollah? Est-ce qu'ils attendent ça? Bien sûr, et la question derrière, c'est que veut Téhéran? En fait, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que Téhéran soutient via le Hezbollah, mais sans aller trop loin, avec une espèce de ligne rouge à ne pas franchir? Ou est-ce que Téhéran, à un moment donné, veut engager l'épreuve de force, mais pas uniquement contre Israël? Derrière, il y a les États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis. Quand on voit ce qui se passe en mer Rouge avec les Houthis, donc là encore, beaucoup de questions, sachant que derrière, il y a aussi des luttes de pouvoir à Téhéran, et il ne faut pas oublier qu'il y a la succession probable un jour de l'ayatollah Khamenei, qui n'est quand même plus tout jeune. Il nous reste 1 minute pour conclure. On est dans un monde extrêmement dangereux. Oui, il faut être honnête, tous les voyants sont au rouge. Les voyants géopolitiques sont au rouge avec la contestation par ce qu'on peut appeler le Sud global. On peut débattre, mais de ce qui constitue nos démocraties, nos valeurs européennes. Donc oui, c'est extrêmement inquiétant. Jérôme Pellestrandi, merci, bonne journée. La revue de défense nationale à lire. Merci. Radio J, retrouvez le Barbier du matin.